Toujours un plaisir de vous retrouver pour le débrief. Merci de nous rester fidèles. En Guinée, le gouvernement de transition a décidé de dissoudre le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC. Les autorités militaires reprochent à ses membres de mener des actions qui mettent en péril l'unité nationale dans le pays. Quelles conséquences de cette dissolution du FNDC par les autorités militaires? Attend-on en Guinée vers une restriction des libertés individuelles et collectives? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief au Tchad, le Conseil militaire de transition a signé le 8 août dernier un accord de paix avec 43 groupes politico-militaires. C'était à Doha sous l'égide de l'émir du Qatar. 18 autres groupes n'ont pas voulu signer l'accord, dont le FACT. Quelles conséquences de cette non-implication du FACT dans la signature de l'accord de paix? Comment arriver au Tchad à un dialogue national véritablement inclusif? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec nos invités. Abdou Karim Diakhaté, vous êtes journaliste et directeur de publication du magazine Le Panafricain. Merci d'être là avec nous. Merci Daouda. Merci également à Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Un plaisir également de vous recevoir sur ce plateau. Merci Daouda. Cheikh, la dissolution du FNDC par les autorités guinéennes de transition, déjà, quel regard portez-vous sur cette décision? Bon, cette décision a été inattendue, si je peux m'exprimer ainsi, parce que quoi qu'on puisse dire, la FNDC a participé de manière rigoureuse à l'évolution démocratique de la Guinée, surtout lorsque Alpha Condé a brigué un troisième mandat, alors qu'on sait très bien qu'il n'avait pas le droit de briguer un troisième mandat. Donc on a vu la FNDC composée de la société civile, de plusieurs partis politiques aussi, de mouvements de la société civile. Le FNDC s'est levé pour combattre cette forfaiture-là contre Alpha Condé. Maintenant, en faveur de cela, on a vu un coup d'État qui a été fomenté par Mamadi Doumbia, qui est arrivé au pouvoir et qui avait engagé des travaux même avec la société civile, mais aussi avec ce front-là, qui est la FNDC, qui est chargé même de protéger la Constitution. Mais à un moment donné, on a vu que la FNDC reproche pratiquement à Mamadi Doumbia de vouloir les isoler, de ne pas les laisser participer aux travaux qui vont permettre à la Guinée d'évoluer de manière démocratique et puis de permettre aux Guinéens, aux civils guinéens de pouvoir se représenter et de participer à cette transition-là pour permettre à la Guinée d'avoir un pouvoir civil. Donc à cause de cela, il y a eu des querelles entre la FNDC et pratiquement Mamadi Doumbia. On a vu des marches qui ont été pratiquement interdites. Même la FNDC se prépare en tout cas à faire des marches. D'ailleurs, l'interdiction de ces marches-là se justifie par le fait que dès le début de la transition, une décision avait été prise par les autorités guinéennes d'interdire tout ce qui est manifestation sur toute l'étendue du territoire durant cette transition-là. Et Karim, pour ce qui est aujourd'hui de ce différend qui oppose le FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution, au pouvoir de transition guinéen, aujourd'hui, selon vous, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait que les deux n'arrivent pas aujourd'hui à s'entendre dans le pays, ce qui a conduit aujourd'hui à une dissolution de ce groupe-là? Écoutez, vous l'avez dit, Daouda, les autorités de la transition en Guinée avaient, au mois de mai dernier, interdit toute manifestation. Compte tenu de cela, il y a eu une évolution avec effectivement le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, qui a mené une lutte vraiment héroïque contre le pouvoir d'Alpha Condé. À l'époque, on s'en souvenait, pendant plusieurs mois, ils ont occupé le haut du pavé, ils ont occupé pratiquement toute la ville de Conakry et en tout cas les autres localités de l'intérieur du pays pour dénoncer le pouvoir d'Alpha Condé. Daouda, Cheikh Sadibou l'a rappelé, le FNDC a pu mener un combat au plan démocratique pour effectivement faire en sorte que les partis politiques qui avaient été empêchés de véritablement jouer leur rôle au niveau de l'environnement politique, ces partis-là ont pu trouver au FNDC un moyen de pouvoir mener à bien leur action. Et cela a abouti effectivement au départ par la suite du président Alpha Condé avec tout ce qui s'en est suivi. Mais si vous voulez en fait, pour revenir un peu à cette décision de dissolution du FNDC, il faut
également admettre que quelque part, le FNDC avait fini par paraître comme un mouvement qui allait un peu en dehors du cadre défini par les autorités de transition. Je m'explique. Vous savez qu'ils ont, c'est vrai, mené un combat au plan démocratique. Autant on peut s'émouvoir du fait que ce sont des libertés démocratiques qui sont en train d'être interdites par le CNRD, mais dans le même temps également, on a pu voir toutes les victimes, en tout cas tous les actes qui ont été posés. Mais on reste même sur ce point-là, Karim. Est-ce que l'historique que vous venez de faire et même ce que vous venez de dire également, c'est-à-dire un cadre a été défini par ce pouvoir-là de transition. Et le combat du FNDC, comme le dit son nom, c'était un front pour la défense de la Constitution. Cette Constitution a été suspendue aujourd'hui. C'est aujourd'hui une charte de la transition avec laquelle ce gouvernement en place dirige. Est-ce qu'aujourd'hui, ce statut-là même ne pose pas problème, ce qui a conduit à sa dissolution? Ou bien même ce combat qu'il menait est-il toujours d'actualité, raison pour laquelle ça peut expliquer en partie la dissolution du groupe? Absolument. Il y a en fait comme une sorte de malentendu. Parce que là où le FNDC parle de dialogue crédible, les autorités de la transition, le CNRD, parlent de dialogue inclusif avec tous les acteurs, les forces vives, la classe politique et tous les autres. Il faut se souvenir que le FNDC est un regroupement aussi bien de partis politiques, de syndicats et d'acteurs de la société civile. C'est vrai que depuis quelque temps, les acteurs politiques sont un peu en dehors du jeu, dans la mesure où des partis comme l'UFR, l'UFDG, qui est actuellement dans un autre cadre qui s'appelle l'ANAD, ne sont pas tellement visibles sur le terrain politique. Donc c'est le FNDC qui occupe ce vide et qui mène des actions qui sont souvent en porte-à-faux avec ce que effectivement les autorités de la transition ont défini. Et de ce point de vue-là, il y a eu effectivement une certaine utilisation, on le dit au niveau de la transition, d'une certaine frange de la jeunesse pour mener des actions qui vont vraiment à contre-pied de ce que veulent les autorités de la transition. C'est ce qui fait qu'il y a des problèmes. On a pu voir malheureusement tout ce qu'il y a eu comme débordement lors des manifestations et les morts qu'il y a eu. Déjà, on parle de 7 à 8 morts depuis donc les premières manifestations des 27 et 28 juillet passés et la manifestation du 17 août dernier où il y a eu effectivement 2 morts sur l'axe, sur la route du Prince entre Wanindara et Kaloma. Et à la suite de tous ces morts enregistrés, chers, des morts qui sont décomptés à la suite des manifestations aujourd'hui, interdites et organisées par le FNDC, et quelle posture aussi du FNDC face à cette situation, d'autant plus que la Guinée également traverse une situation particulière présentement, c'est-à-dire une situation de transition militaire. Mais Daouda, quoi qu'on puisse dire, c'est que le FNDC est dans son droit. Je pense que la Constitution guinéenne a été certes suspendue, mais c'est des droits qu'il faut continuer de défendre. Le droit de manifester, le droit de s'exprimer librement. Et là, le FNDC est dans cette logique. Donc, pour moi, les autorités de transition doivent au contraire permettre au FNDC de manifester leurs droits, mais les approcher aussi, entamer des pourparlers par rapport à la situation du pays. Parce que sinon, ils risquent de s'isoler. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est qu'une bonne partie de la population guinéenne est avec le FNDC. Une bonne partie de la classe politique. Certes, les Céli d'Alain Diallo et les autres hommes politiques guinéens ont réagi pour dire que les droits et libertés sont en train d'être menacés. Mais on a vu que la plupart des syndicats, des membres de la société civile ne sont pas d'accord avec ce projet de dissolution du FNDC. Donc ce qui n'est pas normal. Mamadi Doumbia, il est arrivé en Guinée en faveur d'un coup d'État. Actuellement, on pensait qu'il allait mettre une charte. Certes, cette charte est en train d'être mise en place pour permettre un dialogue inclusif, mais dialoguer en Guinée en excluant le FNDC, c'est quelque chose qui est anormal. Comment arriver aujourd'hui à mettre donc ce cadre à travers lequel également les FNDC, le pouvoir de transition et les autres acteurs, que ce soit politiques comme de la société civile, pourraient se retrouver pour l'intérêt de la Guinée et discuter des points aujourd'hui qui vont permettre à ce pays-là de sortir de cette transition? Du laisse. Moi, c'est ça que je pense. Parce que lorsque vous dirigez un pays, il y a des sensibilités qu'il faut toujours prendre en compte. Le FNDC s'est longuement battu pour la démocratie guinéenne. On ne peut pas un beau jour les écarter. C'est impossible. Donc, il faut qu'à un moment donné, que le pouvoir, avec Mamadi Doumbia, puisse se rendre compte qu'il est nécessaire d'impliquer le FNDC par rapport à ce dialogue-là qui est en train de se dérouler en Guinée, mais pas de les écarter ou en essayant tout simplement de les dissoudre. J'ai même entendu le
porte-parole du FNDC dire que cette dissolution ne les concerne pas. Eux, ils vont continuer leurs manifestations, ils vont continuer leurs activités sur tout l'étendue du territoire guinéen. Leur dernière manifestation a d'ailleurs, à la suite de la dernière manifestation également, il y a eu 3 morts qui ont été enregistrés. Une manifestation qui a vite été étouffée par les autorités militaires dans la mesure où toute la ville était quadrillée car le FNDC a été officiellement dissous, donc il ne pouvait pas autoriser cette marche. Vous voyez, donc c'est une menace grave aux libertés en Guinée. Alioune Tine a réagi, Y'en a marre même du Sénégal a réagi, la communauté internationale aussi c'est la même chose. Donc pour vous dire qu'il y a des gens qui comptent sur ce FNDC là parce que malgré tout ce qu'on peut dire par rapport aux manifestations et aux morts là, le FNDC a su vraiment participer à l'évolution démocratique de ce pays, surtout en combattant Alpha Condé et son 3e mandat. Donc je pense qu'il est temps que les autorités guinéennes puissent revenir à la raison et permettre au FNDC de survivre, mais aussi de vraiment mener ses actions sur l'étendue du territoire. Karim, quelle posture du FNDC face à la situation que traverse le pays, c'est-à-dire la Guinée? Écoutez, Daouda, même si on peut s'offusquer sur la restriction des libertés, sur certaines atteintes aux droits de l'homme et autres, il faut quand même reconnaître que quelque part, les autorités de la transition en Guinée sont un peu en situation de défiance par rapport en tout cas à toutes ces agitations. Vous savez, le colonel Mamadi Doumbouya, dès son arrivée au pouvoir, avait dit dans son tout premier discours qu'il fallait éviter les erreurs du passé. Et les erreurs du passé, de mon point de vue, on pourrait revenir même du temps du CNDD avec le capitaine Moussa Dadis Camara. À l'époque, en 2009, j'étais en Guinée et on se rend compte qu'il y a eu à l'époque une certaine précipitation pour un peu aller en tout cas vers une transition apaisée. On a pu voir ce qui est advenu par la suite, mais c'est parce qu'à l'époque, les acteurs politiques, les forces vives d'une manière générale, s'étaient engagés dans un processus où tous les aspects n'avaient pas été étudiés à fond qu'il y a eu par la suite des problèmes. C'est par la suite qu'il y a eu, avec l'avènement du professeur Alpha Condé en 2010, toutes ces entorses, toutes ces atteintes, même à la Constitution, justement, dont se prévaut le FNDC pour en être un peu le porte-étendard. Si vous voulez, c'est parce que justement le CNRD est mu par peut-être une volonté d'aller vers une transition où effectivement tous les segments de la société guinéenne vont faire un dialogue inclusif qui pourra aboutir après cette transition à un régime constitutionnel avec véritablement tous les apparats d'une démocratie, qu'il y a effectivement des préalables qui doivent être respectés. Maintenant, c'est vrai qu'en tant que démocrate, on doit pouvoir accepter que le FNDC, qui est quand même un mouvement, même s'il n'est pas, disons, juridiquement légal, entre guillemets, n'en est pas moins une réalité sociopolitique. Maintenant, il faudrait également au FNDC comprendre que ce qui était un peu à la base de leur combat contre le professeur Alpha Condé était plus ou moins dépassé. C'est vrai qu'ils ont toujours le droit de parler au nom du peuple guinéen, mais il faudrait aussi qu'ils mettent un peu d'eau dans leur bissap, enfin, pour un peu aider à la réalisation d'une transition qui pourra, avec peut-être l'aide de la CEDEAO, aboutir à ce qu'ils sont en train de revendiquer actuellement. Et par rapport à la CEDEAO que vous venez de citer, aujourd'hui il y a eu le président en exercice qui a fait une visite aujourd'hui en Guinée. Également le nouveau président de la commission, le Gambien, le docteur Oumar Touré. Tous deux ont effectué une visite au niveau de la Guinée. Mais par rapport également à la situation actuelle dans le pays aujourd'hui, on attend aussi ces autorités de la transition pour ce qui est de la question déjà du chronogramme, d'un chronogramme clair de cette transition-là et d'une durée également claire de cette transition, puisque pour la CEDEAO, les 39 mois aujourd'hui ne sont pas acceptables. Comment déjà gérer cette situation-là selon vous, Karim? Bon, il faut se féliciter d'abord en tout cas de l'initiative menée par la CEDEAO avec le président Mbalo en tête. C'est vrai qu'il y a eu une première intervention qui avait abouti. Et même le président béninois, l'émissaire également. Voilà, très bien. Donc je disais que le président Mbalo a pu obtenir du FNDC qu'il ne manifeste pas déjà le 4 août. C'était très bien. Et il faut également admettre qu'avec l'arrivée de Thomas Yayi Boni, il y aura certainement un dialogue qui pourra
véritablement faire, disons, quelque part recoller les morceaux. Mais pour revenir un peu à cet aspect-là de la chose, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur un fétichisme des dates. Bon, on parle de durée de la transition, on parle de format, mais il faut voir qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce contenu. Une transition vers quoi? Parce qu'en réalité, de quoi est-il question? Il ne faut pas, je rappelle encore que le colonel Mamadi Doumbia parlait d'éviter les erreurs du passé, il ne faudrait pas tout de suite dire que la transition, c'est parce qu'ils ont parlé de 3 ans, par la suite on a parlé de 2 ans éventuellement, mais de toute façon, il faut faire en sorte que tout ce qui est prévu pour qu'on aille vers une transition qui, après, ne pourra plus, disons, servir de prétexte pour demain qu'il y ait d'autres aussi travers, il faudrait tout de suite s'accorder sur un minimum, en tout cas d'exigence de la part de tous les acteurs. Aussi bien le FNDC qui doit pouvoir, de mon point de vue, accepter que tous les acteurs puissent, avec le CNRD, mener ce dialogue constructif, si tant est que c'est l'avenir en fait de la Guinée qui les préoccupe, mais en même temps que les autorités de la transition aussi comprennent qu'il y a des attentes fortes de la part du peuple guinéen et également que tous les acteurs politiques, chacun de son côté et tous ensemble, puissent véritablement, de concert avec la CEDEAO, définir pour la Guinée ce qu'il y a de mieux. Et ce qu'il y a de mieux, c'est faire en sorte qu'après cette transition, on puisse aboutir à des élections où tous les Guinéens pourront véritablement pouvoir faire valoir leurs droits et en même temps également se prémunir des dangers qui ont fait en sorte que le FNDC est né et a mené ce combat. Des dangers du passé, bien sûr. Cheikh, au-delà de la question du chronogramme ou d'une durée plus réduite de cette transition-là, à la question aujourd'hui soulevée par Karim, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans cette transition-là? Quelles sont aujourd'hui les urgences ou bien qu'est-ce qui doit être les priorités de l'heure pour les autorités militaires de transition? Pour les autorités militaires de transition, je pense que l'urgence, c'est tout simplement de permettre de créer un cadre inclusif, de ne pas exclure le FNDC ni de le dissoudre. Quoi qu'on puisse dire, ce FNDC-là vraiment a participé, comme je l'ai dit tantôt, au dialogue et à l'évolution même démocratique de la Guinée. Parce que dire que ces gens utilisent des actes qualifiés d'actes presque terroristes contre les biens de l'État ou contre la population guinéenne, je pense que c'est extrapolé, quoi. Quoi qu'on puisse dire, le FNDC est dans sa logique, dans ses droits, vraiment de manifester, mais de réclamer aussi qu'on l'implique par rapport à ce dialogue-là. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que le FNDC, leur position, si je comprends bien leur position, ils ne veulent pas qu'on les impose ce que j'appelle une pensée unique. Parce qu'on a l'impression que la junte, excusez-moi, on a l'impression que la transition guinéenne a préétabli une charte ou défini une charte. Mais est-ce que le contexte ne l'explique pas, cher, également? Oui, même là c'est un coup d'État qui a été opéré. C'est un pouvoir militaire de transition qui est en place. Exact. Le pays également sort d'une crise politique, institutionnelle et même la situation économique également dans le pays. Est-ce que la situation aussi n'explique pas cette situation? Oui. C'est là. Ces mesures prises par certes, le pouvoir militaire. Le pays est en transition, le pays est en crise, mais lorsqu'on crée un cadre, un dialogue où on demande à tous les segments de la société de venir et d'exprimer ses besoins, mais il faut laisser aux gens la libre pensée de donner leur position. C'est tout simplement ce que réclame le FNDC, mais au lieu de cela, on a vu que la transition guinéenne veut imposer une charte au FNDC, alors qu'on sait que ce FNDC est composé de tous les segments déjà de la Guinée. Donc ce FNDC-là ne veut pas qu'on l'impose une modèle ou je dirais une manière de vraiment passer. De faire ou bien une manière de penser. Donc tout simplement pour dire que le FNDC est dans son droit, vraiment son droit le plus absolu, c'est de réclamer que cette transition-là puisse vraiment se passer dans de bonnes conditions.
Karim, à côté du FNDC, on a noté des poursuites judiciaires lancées à l'encontre de l'ancien président Alpha Condé et certains anciens aussi ministres. D'autres personnalités de l'opposition comme Cellou Dalein Diallo fait également l'objet de poursuites. À cela s'ajoute l'interdiction des manifestations. Nous en avions parlé sur toute l'étendue du territoire. Déjà, quel regard portez-vous sur toutes ces décisions-là? Certains, en tout cas, surtout les défenseurs des droits humains, jugent cela comme une régression aujourd'hui des libertés individuelles et collectives dans le pays. Mais vous savez, la reddition des comptes également est une forte demande en Guinée. Certains déjà ont toujours demandé à ce que véritablement les responsabilités soient situées dans certaines affaires. C'est vrai que quelque part, on a pu voir effectivement qu'il y a comme une chasse aux sorcières avec la mise en branle de la CRIEF, par exemple, qui a eu à en tout cas intervenir dans certains dossiers, certains anciens dossiers. La Cour de répression des infractions économiques et financières, justement. Et on a pu effectivement voir que en tout cas d'anciens ministres comme le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo et d'autres ont été convoqués par cette Cour-là. Maintenant, par rapport également à la gestion du professeur Alpha Condé, certains de ses ministres et de ses proches, en tout cas, sont également visés par les tribunaux guinéens. Mais quoi qu'il en soit, je pense que si on regarde de près tout ce qui doit accompagner ce processus, on ne doit pas tellement, être, contre une certaine démarche qui consiste un peu à faire en sorte que, véritablement, qu'il n'y ait pas de zone de non-droit, ou bien qu'il n'y ait pas de personnes qu'on ne pourrait pas poursuivre éventuellement. Je pense que les Guinéens s'attendent à ce que véritablement il y ait, en tout cas au-delà des affaires normales de la gestion même de la justice et autres, qu'il y ait véritablement, qu'il n'y ait pas de justice de poids, deux mesures, en fait, que tout le monde soit concerné si éventuellement il y a des actes délictuels qui les concernent. Mais je pense que pour aller un peu au-delà de tout cela, le travail qui est en train d'être mené par les autorités de transition doit être encouragé dans la mesure où on a pu voir qu'avec le CNDD, beaucoup de choses étaient en train de se mettre en place. Mais c'est parce qu'il y a eu, de mon point de vue, je le dis, une certaine précipitation, avec également à l'époque l'injonction de la CEDEAO. À l'époque, le chef de mission était Ibn Chambaz. La transition avait quelque part, vers la fin, non pas d'y dévier de sa route, mais amener une certaine confusion. Voyez-vous, on a pu voir l'élection présidentielle qui avait été organisée en 2010. Et ce qu'il y a eu, c'est que malheureusement, on a attendu presque 3 ou 4 mois pour faire un second tour. Ça déjà, c'était des prémices par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Donc c'est fort de cela qu'effectivement le CNRD doit s'entourer de toutes les précautions d'usage pour mettre en place un processus qui permettrait demain au gouvernement ou au président qui va être en place de pouvoir, sur des bases légales, sur des bases en tout cas sereines, mener le pays à bon port. Et de ce point de vue-là, il n'y aura plus de tripatouillage de la Constitution, comme on a pu le voir, et qui a valu au FNDC véritablement cet engouement, cette prise de position. Si on reste toujours avec ce FNDC et le CNRD que vous avez cité tout à l'heure, le FNDC regroupait différentes franges de la société guinéenne, la société civile, les partis politiques, les syndicats et tout. Mais présentement, dans ce combat, on sent aujourd'hui que c'est membres de la société civile qui sont engagés. Quel rôle aujourd'hui doivent également mener les partis politiques comme l'UFDG, comme l'UFR et autres, des partis aujourd'hui qui ont toujours été là, qui ont toujours lutté pour les droits et libertés aussi en Guinée et qui ont toujours participé à des élections et ont fait également des scores honorables. Quel rôle doivent jouer ces partis politiques-là aujourd'hui pour une réussite de la transition, à côté aujourd'hui de ce que fait le FNDC qui a été dissous, je le rappelle, par les autorités guinéennes? Mais justement, c'est parce que le FNDC a été à un certain moment dépouillé de certains acteurs politiques qu'il connaît un peu ces tourments actuels. On a pu voir avec les arrestations de Omar Sela Foneke Mengue, de Ibrahim Diallo et autres, Diané Alpha, qu'effectivement, c'est parce qu'il n'y a pas d'acteurs politiques comme ce qu'on avait l'habitude de voir au niveau de l'UFR, au niveau du FDG. Je parle de l'ANAT également, ou ce regroupement
qui sont plus ou moins amorphes sur le terrain un peu de la contestation. C'est-à-dire qu'en fait, le FNDC a pris le pari de mener un combat sur le terrain. Et cela désavantage certainement les partis politiques qui ont peut-être une posture, disons, plus diplomatique, plus politique en quelque sorte. Et c'est là où il y a effectivement un problème. Parce que si le FNDC veut véritablement mener à bon port le combat qu'il mène pour, disons, le bien-être ou bien, disons, pour le salut du peuple guinéen, il faudrait qu'il puisse, avec les partis politiques, avec les syndicats, en tout cas avec toutes les forces vives, parler d'une seule voix. Mais on a comme l'impression que le FNDC prend un peu son chemin à part. Et cher, cette attitude aujourd'hui du pouvoir guinéen de transition, est-ce que cela n'isole pas également le pays? Est-ce que cela n'isole pas la Guinée? Le président guinéen Omar Sissoko Embaló, qui avait parlé avec le FNDC, mais aussi avec les autorités de transition. Certes, ces pourparlers ont permis d'arrêter les manifestations, mais aussi c'est pour parler, c'était dans un cadre où ça allait permettre au FNDC, mais aussi aux autorités de transition de pouvoir entamer des pourparlers. Mais on a vu que jusqu'à présent, il n'y a pas, avec cette dissolution-là... Cher, pour ce qui est des pourparlers, il y a un autre pays également qui a eu à mener des pourparlers à Doha. Il s'agit du Tchad, où le Conseil militaire de transition a mené des négociations à Doha sous l'égide de l'émir du Qatar. Des négociations qui ont abouti à la signature d'un accord de paix avec 43 groupes politico-militaires, mais 18 autres groupes n'ont pas signé l'accord. Le FACT fait partie de ces groupes non signataires. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour sur le plateau de Midi 1 pour la seconde et dernière partie du débrief. Karim, déjà, comment accueillez-vous la signature de l'accord de paix entre le Conseil militaire de transition au Tchad et une quarantaine de groupes politico-militaires? Ah mais c'est une excellente initiative, hein. C'est une bonne nouvelle qui arrive à point nommé quand même pour le peuple tchadien. Parce qu'en réalité, c'est vrai que les discussions ont pris un peu de temps, 5 mois, mais cet accord préfigure quand même le Tchad de demain. Même si, il est vrai, des mouvements, et non des moindres, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, le FACT, et le MSC-MR, le Conseil présidentiel pour le salut de la République, n'ont pas signé parmi les autres membres signataires. Environ de 18 groupes. Voilà, et ils ont fait même un cadre de réflexion un peu pour en tout cas discuter de leurs revendications, mais là où quand même c'est intéressant, ces mouvements ne sont pas totalement opposés à ce qu'il y ait éventuellement une reprise du dialogue avec le gouvernement tchadien. D'ailleurs, ils se disent toujours disposés à poursuivre le dialogue avec le Conseil militaire de transition. Absolument. Donc ce qui est intéressant par rapport à ce qui s'est passé à Doha, c'est le fait que, de facto, tous les acteurs politico-militaires s'accordent pour reconnaître qu'il fallait passer par le dialogue pour aboutir un peu à un consensus. Bon, maintenant, il faudra attendre le 20 août pour voir véritablement qu'est-ce qu'on va mettre dans ce dialogue-là. Parce que certains ont émis des réserves. On a parlé du FACT et du MSMR qui ont parlé donc du fait que le CMT ne s'était pas prononcé sur l'éligibilité ou non des dirigeants pour éventuellement les prochaines joutes électorales, pour la présidentielle notamment. Mais tout compte fait, je pense qu'il est bien d'avoir pu obtenir cet accord, obtenu, vous l'avez dit, 43 groupes sur les 47 qui étaient présents à Doha. Et il faut se rappeler que 52 groupes armés identifiés avaient accepté en mars 2022 de faire ce dialogue-là. Donc, véritablement, je pense que le Tchad, en tout cas, ouvre une nouvelle page. Espérons qu'à partir du 20 août, tout ce qui sera dit sera respecté pour qu'on aille vers, en tout cas, un climat apaisé. Et on reste sur cette date du 20 août, cher Sadibou. Cet accord a été conclu, Karim l'a rappelé tout à l'heure, après 5 mois de négociations à Doha au Qatar. Il est intervenu également quelques jours, voire quelques semaines
avant le début de la tenue de ce dialogue national inclusif-là, prévu pour le 20 août prochain. Au vu de la situation actuelle, est-ce que également cette date-là n'est pas un peu... Est-ce que cette date est toujours raisonnable, surtout au vu de la situation actuelle, si l'on veut aller vers un dialogue inclusif et souverain? Moi, je prends acte par rapport à ce 20 août-là, mais je pense que vraiment, ce n'est pas raisonnable. Du moment où un pré-dialogue a été organisé à Doha, où on a convoqué la majorité des groupes armés qui sont au Tchad, qui étaient en train de mener des exactions jusqu'à arriver jusqu'à même presque à Djamena, c'est ce qui a conduit même à la mort de Idriss Déby. Donc on convoque un pré-dialogue à Doha, un pré-dialogue qui a échoué plusieurs fois, à cause peut-être des retards, des problèmes logistiques selon le gouvernement, mais aussi selon les représentants des groupes rebelles. Et le 8 d'ailleurs, il a fallu une intervention directe du président de la transition, Mohamed Idriss Déby, afin de parvenir à cet accord qui a été signé avec cette quarantaine de groupes politico-militaires. Donc un problème qui date pratiquement des années 60 ou des années 50, et on veut le résoudre en quelques mois, en 5 mois, je pense que ce n'est pas possible, ce n'est pas raisonnable. Donc pour le 20 août, espérons que vraiment le dialogue sera serein, sera raisonnable, mais ce qui est désolant, c'est l'absence du FACT, parce que les conclusions du pré-dialogue à Doha, tout d'abord, c'est un désarmement de tous les partis du gouvernement, des rebelles, je veux dire, désarmement des rebelles, mais aussi une démilitarisation, une démobilisation et une réintégration. Donc cela est vraiment bien, la conclusion de ces différents types d'accords-là, mais ce qui est désolant, c'est que le FACT n'a pas souhaité prendre part parce que le FACT n'a pas trouvé des accords qui pouvaient être conclus avec le gouvernement tchadien. Donc pour dire tout simplement que le pré-dialogue, je ne vais pas dire que ça a été une réussite, mais le pré-dialogue va permettre au gouvernement et à quelques groupes rebelles de se réunir le 20 août, mais sans le FACT, alors qu'on sait que c'est le FACT qui a été à l'origine pratiquement de la mort de Idriss Déby. Donc est-ce qu'il est raisonnable de mener un dialogue qu'on dit inclusif, avec l'exclusion pratiquement du FACT et d'autres, presque 18 groupes militaires vraiment qui ont pris les armes contre le régime tchadien. Donc pour moi, avant d'arriver au 20 août, le gouvernement doit mobiliser tous les moyens et essayer de satisfaire les demandes du FACT, parce que je pense que le FACT ne demande pas quelque chose d'exorbitant. Et nous reviendrons tout à l'heure d'ailleurs sur ces demandes du FACT-là. Karim, le FACT, à travers son porte-parole, Issa Ahmad, a justifié aujourd'hui le refus pour le FACT de signer cet accord parce que leurs revendications n'ont pas été prises en compte. Entre autres, la libération de leurs prisonniers à compter de la signature de l'accord, la parité des délégués également au dialogue national inclusif et souverain, et le FACT insiste toujours sur cette expression-là, souverain. Également, cela ne veut pas dire, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que le FACT aujourd'hui coupe les ponts avec le gouvernement de transition. Ils se disent disponibles à négocier et à poursuivre le dialogue afin de trouver des solutions. Mais est-ce que cette non-implication aujourd'hui du FACT ne risque pas de faire peser la menace d'instabilité sur l'ensemble du processus? Si l'on sait qu'aujourd'hui, ce dialogue implique également un cessez-le-feu unilatéral entre les parties signataires et le FACT n'a pas signé aujourd'hui cet accord-là. Bon, écoutez, Daouda, je pense que les revendications du FACT ne sont pas insurmontables. Mais en réalité, derrière, disons, ce pseudo, en tout cas, ces déclarations donc, du porte-parole de ce mouvement-là, il faut reconnaître qu'en réalité, il y a un contentieux entre les CMT et ce groupe armé. Cheikh Sadbou l'a rappelé, c'est effectivement le FACT qui a revendiqué la mort donc, du maréchal président Idriss Déby Itno. Par conséquent, je pense qu'il y a quelque chose qui est resté en l'état. Il n'y a pas véritablement je ne dirais pas d'accord par rapport un peu à la reconnaissance tacite ou autre de l'implication de tel ou tel groupe dans ce qui est advenu. Mais comme il faut ouvrir une nouvelle page, je pense que tout le monde doit converger, en tout cas, vers un même objectif. On a parlé de dialogue inclusif. Vous l'avez dit, effectivement, le FACT n'est pas fermé, en tout cas, à ce dialogue-là. Ils sont prêts, éventuellement, demain, à aller à N'Djamena. Mais il faudrait quand même, par rapport aux garanties de sécurité, pour tous les 1300 à 1500 délégués qui seront là-bas avec leurs proches éventuellement,
garantir donc leur sécurité et garantir également le fait que le contenu des discussions qui seront menées soit respecté par toutes les parties. Et c'est là où c'est déjà qu'à Doha, le FACT et d'autres groupes politico-militaires, surtout les 18 qui ont refusé de signer, faisaient part du fait qu'ils étaient victimes d'intimidation et autres menaces au sein au Qatar, où ils étaient pour les besoins de ces dialogues-là. Justement, c'est parce que les plaies ne sont pas totalement refermées. Il y a toujours ce contentieux-là, ce sentiment d'impunité, quelque part, entre guillemets, qui persiste parce que beaucoup, en tout cas des gens autour du CMT, donc proches du président Mahamat... Est-ce qu'on peut arriver aussi à un dialogue national inclusif sans passer par ce sentiment d'impunité-là? Parce qu'aujourd'hui, il est nécessaire pour certains pays, au vu de leur histoire, de faire aussi table rase de certaines choses pour aujourd'hui arriver à une certaine réconciliation. Absolument, c'est vrai, je le concède. Il est vrai qu'il faut effectivement... C'est vrai, oublier un certain nombre de choses, savoir pardonner, ne pas oublier, c'est vrai, mais c'est le contexte géopolitique et géostratégique du Tchad qui doit inciter tout le monde un peu à la prudence. Vous savez, le Tchad est dans un cercle de feu. C'est un pays qui est entouré par plusieurs foyers de tension. Il y a la Libye au nord, avec tout ce qu'on sait par rapport à la situation. Il y a le bassin donc, du lac Tchad, avec les menées de Boko Haram et donc la lutte qui est menée là-bas. Il y a la Centrafrique, où il y a toujours des groupes armés qui sont donc, en tout cas, en conflit ouvert avec le gouvernement, et dont certains déjà sont animés par des Tchadiens, et au Soudan également, avec le Darfour. Par conséquent, le Tchad est observé de manière en tout cas très attentionnée par la communauté internationale, et d'ailleurs c'est pour ça que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait fait un message dans ce sens-là pour appeler toutes les parties à véritablement aller dans le sens d'un véritable apaisement pour que enfin le Tchad puisse connaître en tout cas une nouvelle page. Maintenant, il y a les faits concrets. De quoi il faudra discuter? Quelles sont les garanties par rapport donc à tout ce qui va sortir? Et est-ce qu'éventuellement les dirigeants du CMT actuel seront autorisés ou autres à participer aux élections à venir? Mais tout cela devra être discuté à partir du 20 août. Par conséquent, je pense qu'aussi bien le FACT que les autres mouvements doivent quand même aller avec déjà l'accompagnement de la communauté internationale qui va servir un peu de soupape de sécurité, aller, disons, le cœur léger, avec les sentiments qu'ils seront écoutés et leur point de vue respecté. Et cher Sadibou, quelle concession aujourd'hui par rapport à cette situation évoquée par Karim tout à l'heure, quelle concession à faire par le Conseil militaire tchadien de transition pour convaincre aujourd'hui le FACT et les autres groupes politico-militaires à venir aujourd'hui à cette table des négociations pour le dialogue national inclusif? Pour moi, il ne s'agit même pas de concession, mais il s'agit de méfiance réciproque entre le FACT et l'actuel régime tchadien. Il y a une méfiance réciproque qui est en train de se jouer entre ces deux-là. Mais aussi, le gouvernement de transition actuellement au Tchad, j'ai l'impression qu'ils cherchent à duper la communauté internationale, mais aussi la population tchadienne. Parce que dès que les généraux ont mis Mahamat Idriss Déby comme le président, comme celui qui dirige cette transition-là, Mahamat Déby, devant Emmanuel Macron, avait donné même les délais de la transition renouvelable, mais aussi la date des élections présidentielles. Mais actuellement, avec ce dialogue-là qui va avoir le 20 août, est-ce qu'au mois d'octobre, on va organiser l'élection présidentielle? Pour moi, c'est ça la grande question. Mais là, c'est normal aussi que la donne change dans la mesure où des choses se sont passées. Donc, il y a un dialogue qui a été tenu au cours de ce dialogue. Chacun fait ses propositions. C'est à l'issue de ce dialogue qu'on peut faire un nouveau chronogramme, un nouveau calendrier. Mais là, les dates du dialogue ont été repoussées plusieurs fois. Donc, jusqu'au 20 août, là, normalement, le dialogue ne devait pas se tenir au 20 août. Mais finalement, ils sont tombés d'accord à la date du 20 août. Donc il y a eu plusieurs échecs. Maintenant, ces échecs-là, ça profite à qui? Donc le gouvernement de transition a parlé de transition qui est peut-être renouvelable.
Donc, par rapport à cela... Avec déjà un mandat ou bien une transition plutôt qui arrive à terme en octobre prochain. En octobre. Donc, ils vont peut-être repousser la transition et organiser les élections plus tard. Donc, je pense que c'est cette méfiance réciproque-là que le FACT peut-être a compris par rapport à la junte actuellement. C'est pourquoi, peut-être, on ne le dit pas, ils vont nous parler de libérer des soldats, des hommes du FACT, des rebelles et tout ça. C'est vrai, ça c'est les conditions posées par le FACT. Mais je pense qu'il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose peut-être qui se prépare par le gouvernement tchadien contre le FACT. Et le FACT peut-être a compris cela. C'est pourquoi ils ont pris du recul par rapport au gouvernement. Et ils sont en train aussi de se préparer. Parce que, quoi qu'on puisse dire, militairement, le FACT, je ne dirais pas a gagné beaucoup de territoire lors des dernières attaques, mais on sait que le FACT a cette capacité de progresser vers plusieurs villes tchadiennes du moment où le Tchad est un vaste territoire, le gouvernement n'a pas le contrôle de toutes les zones. Donc pour dire que, en tout cas, ce que le FACT est en train de faire actuellement va peser lourd lors du dialogue du 20 août. Et il est nécessaire actuellement pour le gouvernement de transition d'essayer vraiment avec vraiment sérénité, je dirais sérénité, parce qu'il y a des choses pour moi qui engagent l'avenir d'un pays, l'avenir d'une jeunesse. Donc le Tchad a besoin de tourner une nouvelle page parce que le monde a changé. Actuellement, l'Afrique doit grandir. C'est le siècle de l'Afrique. L'Afrique doit aller dans un sens où c'est le développement, c'est l'industrialisation, c'est l'économie. Mais au lieu de rester dans ces sphères de guerre, de groupes rebelles, il est temps que les deux parties puissent revenir à la raison et vraiment permettre au peuple tchadien de tourner la page. Karim, si on en revient à ces groupes politico-militaires non signataires de cet accord de paix, principalement, on ne peut pas ne pas citer le FACT. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de ce retard-là dans des solutions pour ce qui est des exigences du FACT? Si l'on sait que pour certaines exigences, le Conseil militaire de transition avait déjà commencé à amnistier certains groupes politico-militaires. Donc, au-delà de cette demande d'amnistie-là, d'autres exigences, il y a également le souhait pour le FACT qu'aucun des membres de cette transition-là ne puisse participer aux prochaines élections. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce ce point-là qui bloque principalement ou est-ce que ce sont même les exigences du FACT pris dans leur ensemble qui posent problème? Oh, mais écoutez, au moment où nous parlons déjà, certaines délégations de ces groupes armés sont arrivées à N'Djamena pour participer donc au dialogue national du 20 août. Maintenant, pour revenir aux revendications du FACT, je trouve que bon, c'est tout à fait normal que les uns ou les autres puissent émettre des réserves par rapport à ce qui sera fait. Mais je pense que, comme on l'a dit, c'est le contentieux un peu par rapport aux conditions de la disparition du président Idriss Déby qui ne permettent pas, pour le moment en tout cas, à ce mouvement, quand même qui est plus ou moins prédominant dans l'espace géographique du nord tchadien, de venir participer. Mais il est évident que le FACT également est en train de jouer un peu sur son avenir. Je m'explique, vous savez, quand la communauté internationale travaille dans le sens de faire en sorte que le Tchad puisse recouvrer une paix durable et que des acteurs comme le Qatar et autres puissent y mettre du sien pour en tout cas amener tous les acteurs politiques ou politico-militaires tchadiens à discuter, il serait, de mon point de vue, malvenu de se mettre en dehors de ce processus-là. Et le FACT pourrait apprendre à ses dépens qu'il est toujours bien de participer à l'élaboration de ce qui... Mais est-ce que les conditions sont réunies également pour que le FACT participe à cette élaboration-là, Karim? Justement, en fait, je pense que les aspects sécuritaires doivent être définis dans un sens qui puisse permettre à tous d'être plus ou moins sécurisés, de partir, en tout cas, on l'a dit, l'esprit, en tout cas, léger, en tout cas, avec le sentiment que, au plan sécuritaire déjà, au plan même de la sécurité personnelle des participants, que tout soit en ordre, mais que ce qu'ils auront à discuter puisse être pris en compte. Maintenant, je pense qu'il y aura une lettre de mission, un organigramme, un calendrier, un contenu de discussion. Et c'est ça qui est le plus important. Je pense que le cadre de réflexion qui a été mis en place par les 12 groupes est un prétexte pour attendre que les travaux s'ouvrent et voir un peu l'orientation des discussions pour véritablement dire, écoutez,
on vient pour participer et avec véritablement, disons, l'accord tacite et compris de tous. Mais à l'état où nous sommes, on est toujours dans un mano à mano, une sorte de face à face où chaque acteur ne veut pas dévoiler toutes ses cartes. C'est vrai que le FACT a une présence physique claire. On a dit que Mohamed Mehdi Ali était dans un désert libyen quand l'accord était signé à Doha. Il a émis des réserves sans pour autant fermer la porte à un dialogue. Maintenant, attendons de voir les choses se concrétiser dans le sens où on va aller vers des discussions vraiment franches, en tout cas dénuées de tout esprit d'exclusion, et que chaque Tchadien puisse, en tout cas lors de ce dialogue, amener sa pierre à la construction de l'édifice. Et toujours pour ce dialogue, il y a une autre revendication, Karim, du FACT, qui est la mise sur pied d'une autre commission aujourd'hui, nationale d'organisation aujourd'hui de ce dialogue inclusif-là. Mais est-ce que là aussi, il ne se pose pas, au-delà des problèmes d'ego qu'il y a de part et d'autre, est-ce qu'il ne se pose pas aussi un problème de confiance par rapport aux tenants actuels et aux organisateurs aujourd'hui de ce dialogue, depuis aujourd'hui la démission de Goukouni Wedeé? Mais parfaitement, je pense que c'est une revendication qui doit être prise en compte. C'est vrai, c'est la méfiance dont parlait Cheikh Sadibou. Chaque acteur, effectivement, peut faire prévaloir un certain nombre de réserves. S'il pense que en tout cas, cela doit être changé parce qu'effectivement, le président Goukouni Wedeé était un peu à la manette et que par la suite, il y a eu des changements, on devrait en tenir compte. Maintenant, il faudrait quand même aller dans le sens où la confiance puisse être instaurée entre tous les acteurs. Parce que ce serait quand même dangereux d'avoir toujours des partis pris ou d'avoir des relents, des ressentiments, se dire qu'écoutez, on va vers une discussion dans laquelle on n'est pas sûr de pouvoir faire avancer nos revendications et autres, mais je pense qu'il faudrait d'abord aller véritablement avec une certaine confiance, en tout cas mutuelle, entre tous les acteurs, et puis se dire que les gens doivent travailler pour une paix durable pour le Tchad. Et Cheikh Sadibou, ces 18 groupes politico-militaires tchadiens qui n'ont pas signé l'accord de paix de Doha ont qualifié les négociations de paix d'échec. Même si 43 autres groupes ont signé l'accord, pour eux, la rencontre à Doha a été un échec. Selon eux, la délégation gouvernementale n'avait nullement l'intention de mener de vraies discussions, mais plutôt de gagner du temps et de faire un semblant de pré-dialogue en quelque sorte. Aujourd'hui, ils ont même annoncé la création d'une coalition. Karim, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire le cadre permanent de concertation et de réflexion qui réunit ces 18 groupes-là qui ont refusé de signer aujourd'hui cet accord. Est-ce que cela ne représente pas également une nouvelle main tendue au Conseil militaire de transition au Tchad? D'autant plus que Karim a rappelé tout à l'heure aujourd'hui qu'à travers ce cadre, au début ou bien après à l'entame de ce dialogue-là, ces 18 groupes peuvent aussi venir participer à travers ce cadre et donner leur position et poser également leurs revendications. Donc est-ce qu'on pourrait prendre ça comme une nouvelle main tendue pour arriver aujourd'hui à un dialogue véritablement inclusif? Oui, peut-être c'est une main tendue, mais comme je le disais tantôt, il y a une méfiance réciproque en tout cas entre ces 18-là et le gouvernement de transition. Parce que, quoi qu'on puisse dire, c'est que le FACT est à l'origine pratiquement de la mort du maréchal Déby. Donc, peut-être quelque part, Mohamed Déby n'a pas pardonné cela, peut-être au FACT, si c'est le cas. Maintenant, concernant cette main tendue-là, moi je dirais qu'il y a une sorte de guerre froide même qui est en train de se dérouler entre le FACT et le gouvernement de transition. Parce que j'ai l'impression que le FACT pense que ces groupes armés-là, ces petits groupes peut-être armés, qui sont actuellement d'accord pour ce dialogue-là, qui sont en accord avec le gouvernement, sont peut-être des pions même, je dirais, du gouvernement tchadien. Le FACT se considère comme, je ne dirais pas la seule interlocuteur, mais le plus grand interlocuteur du gouvernement tchadien. Parce qu'on sait que le FACT a une certaine puissance qui lui a permis de vraiment combattre, de faire face à l'armée tchadienne, alors qu'on sait que l'armée tchadienne est dans plusieurs théâtres d'opération, même dans le G5 Sahel, un peu partout en Afrique. Donc pour dire que c'est une armée puissante, certes, mais cette armée a fait face à un groupe militaire, des rebelles qui sont extrêmement puissants
Donc, pour dire tout simplement que, en tout cas, il y a une guerre froide tchado-tchadienne qui se déroule actuellement. Le FACT cherche ses alliés, mais le gouvernement de transition aussi cherche ses alliés. Et ce dialogue-là, normalement, devrait les permettre de se regrouper, de pouvoir discuter. Mais à travers, est-ce que ce cadre-là aussi posé par les 18 non-signataires ne devrait pas être considéré par le Conseil militaire également comme un nouveau cadre d'expression ou bien à travers lequel il pourrait continuer les discussions et réflexions avec ces groupes-là? Oui, mais le gouvernement de transition se considère comme je dirais, comme un organe qui est pratiquement légal. C'est au gouvernement de transition de mettre en place un conseil ou une structure qui va permettre de regrouper les protagonistes autour du dialogue, mais pas au FACT. Donc c'est pour cela peut-être que cette méfiance réciproque est en train de s'agrandir entre le FACT et le gouvernement de transition. Mais espérons que à un moment donné, les gens vont se rendre compte de la nécessité de vraiment laisser les armes et de venir autour de la table et de parler de négociations. Et Karim, pour sa part, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, espère que l'accord de paix de Doha permettra au groupe signataire et à tous les Tchadiens de participer à ce dialogue national inclusif-là. Mais aujourd'hui, comment des organes comme les Nations Unies et également l'Union africaine, à laquelle appartient le Tchad aujourd'hui, peuvent accompagner ce pays pour veiller à la souveraineté et à l'inclusion du dialogue national inclusif? Oui, mais la communauté internationale a un rôle extrêmement important. On a parlé d'accompagnement de processus. Ce n'est pas pour rien que les discussions menées à Doha depuis 5 mois ont par moments, disons, failli échouer. C'est vrai, certains groupes ont parlé d'échec, mais ce qui est sorti de Doha ne peut pas être assimilé à un échec. Parce que dans la mesure où on a obtenu un accord, d'autant plus que sur 52, les 43 voilà, signé par une quarantaine, disons la presque totalité. Bon, même s'il y a, c'est vrai, certains qui disent que certains groupes sont des créations. Cher Sadibou l'a un peu, disons, il a dit, du gouvernement, en tout cas du CMT, mais la communauté internationale ne peut pas rester, disons, à faune. Déjà, c'est vrai que Antonio Guterres a envoyé un message. Le président de la Commission de l'Union africaine était présent, Tchadien Moussa Faki Mahamat, qui a exhorté ses frères à aller dans le sens véritablement de retrouvailles de la famille tchadienne. Parce qu'en fait, il s'agit de cela. De toute façon, c'est vrai que personne d'autre que les Tchadiens ne peut faire en sorte que le Tchadien puisse aller mieux. C'est vrai que les autres ne peuvent servir que d'appui. Aussi bien l'ONU que l'Union africaine vont certainement aider un peu, peut-être financièrement ou en tout cas au plan technique, un peu à la mise en œuvre de tout ce qui va sortir, de tout ce qui va découler de ces discussions de N'Djamena. Mais il est évident qu'il faudrait de la part de tous les acteurs un don de soi pour que véritablement on puisse sortir de cet événement avec le sentiment que tout le monde a travaillé pour un Tchad réunifié. Mais est-ce qu'on peut parler également du dialogue, Karim, en occultant aujourd'hui un point que soulèvent beaucoup de groupes politico-militaires, à savoir le fait que tous les participants à cette transition-là, y compris le président Mahamat, ne doivent pas participer aux prochaines élections. Est-ce que ce point-là ou cet aspect pourrait être occulté également de ce dialogue? Encore une fois, comme pour le cas de l'exemple guinéen, je pense qu'il ne faut pas toujours donner beaucoup plus d'importance au fétichisme des chiffres ou des dates. Il ne s'agit pas de dire, écoutez, avant même que le dialogue ne s'instaure, tel ne doit pas participer. Je pense que dans le cadre du dialogue qui va être ouvert, mais aucune question ne peut être taboue. Les gens pourront discuter de tout. Et justement, mettre en avant leurs revendications par rapport à l'inéligibilité de ces membres-là. Discuter de tout, mettre en avant leurs revendications afin d'arriver à un dialogue national inclusif
et souverain au Tchad. L'objectif étant d'arriver à aller vers la fin de cette transition militaire dans le pays et à un retour de l'ordre constitutionnel avec l'organisation d'élections. Nous en sommes malheureusement à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Cheikh Sadibou Ndiaye. Vous êtes spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci à vous, Daouda. Merci également à Abdou Karim Diakhaté, journaliste et directeur de publication du magazine Le Panafricain. Merci également, un plaisir d'avoir à nouveau partagé le plateau avec vous. Merci Daouda. Merci également à l'équipe technique pour la facilitation et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.